Bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1, aujourd'hui, vendredi 13 septembre. À la une, l'indice Institutions sociales et égalité des genres qui mesure les discriminations entre les sexes dans les 179 pays membres de l'OCDE octroie une note de 17,3 sur 100 à la Côte d'Ivoire. Le pays entre ainsi dans le cercle des 50 pays les mieux classés en la matière et le premier pays africain dans la lutte contre les discriminations. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Togo, a échangé ce vendredi avec le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo. Ils ont parlé de la coopération entre leurs deux institutions parlementaires qui prend en compte plusieurs domaines. De 2020 à 2023, la région du Cavali a bénéficié d'une enveloppe de plus de 2,3 milliards de francs CFA pour le financement des projets de 6 794 jeunes. Ils sont 1 millier à avoir reçu leur chèque. Les bénéficiaires déjà installés ont reçu la visite des autorités ivoiriennes. Et puis dans la filière café-cacao, on attend l'ouverture de la prochaine campagne de commercialisation. Elle est prévue pour octobre prochain. D'ici là, le Conseil café-cacao a rencontré les producteurs à Yamoussoukro. Bonsoir à tous. Démarrons avec l'ouverture à Abidjan de la rencontre de l'indice, l'Institution sociale et égalité des genres. Elle vise à mettre en lumière et à plancher sur les défis liés à l'égalité des chances entre les genres, avec également des notions comme la masculinité positive. L'OCDE donne à la Côte d'Ivoire un score de 17,3 sur 100 au niveau mondial, devenant ainsi le premier pays africain dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. Célestin Frodo et Franck Quadio. Et ce moment, c'est... Euphrasie Yao, président du groupe technique et consultatif du SIGI 2023, ne croit pas si bien dire. C'est bien le moment de multiplier les initiatives contre les inégalités entre les genres, mais surtout de célébrer les efforts accomplis. En présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, le rapport sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres, SIGI, est présenté. Et la Côte d'Ivoire est un bon élève. Ce rapport mesure d'ailleurs les discriminations. Qui relève les acquis, les progrès réalisés en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, qui ont milité en faveur de notre nation, au point de la positionner en tête des pays africains. Il s'agit également, dans ce rapport, d'aborder les défis existants. Il permet notamment de suivre le progrès réalisé dans le cadre de l'agenda 2030, spécialement s'agissant de l'ODD 5 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Que dit ce rapport diligenté par l'OCDE, Organisation des coopérations de développement économique? La Côte d'Ivoire, sur un baromètre de 100 à 0, obtient 17,3. C'est un point de satisfaction relevé par la ministre de la Femme, président de l'activité, Nasseneba Touré. Des acquis à mettre au bénéfice des attentions croissantes du gouvernement, comme le rappelle le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les efforts du gouvernement visent précisément l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. La Côte d'Ivoire a ainsi enregistré des avancées notables dans tous ces domaines qui couvrent largement le spectre de l'évaluation SIGI grâce aux actions menées dans le cadre de cette approche globale. Je me félicite de notre score. Ce score est loin d'ailleurs d'être anecdotique. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents. Nous nous hissons au rang de champions d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. En outre, nous faisons notre entrée dans le quota des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Des avancées saluées par l'ensemble de la communauté. La Côte d'Ivoire qui a lancé récemment l'opération Carton rouge contre les discriminations du genre, ayant abouti à la déclaration d'Abidjan, entend maintenir la barre haut.
L'OCDE qui félicite donc les efforts des autorités ivoiriennes quant à l'accompagnement juridique et légal de toutes les initiatives en faveur de l'égalité des genres. En marge de la rencontre des acteurs des droits et de protection du genre, la directrice du Centre de développement de l'OCDE a fait un point aujourd'hui avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Franck Adio pour le compte-rendu. Ainerdour Anardotir, directrice du Centre de développement de l'OCDE. Euphrasie Yao, responsable du groupe technique, et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. La rencontre, en marge de l'atelier de présentation du rapport SIGI 2023, est articulée sur plusieurs points dont les perspectives accentuées pour l'essentiel autour des recommandations de l'OCDE en matière de promotion du genre et d'élimination de toute forme de discrimination. Les recommandations issues de cette étude diligentée par l'OCDE vont être appliquées à la lettre par le gouvernement ivoirien avec plus de sensibilisation et plus d'implication de la société civile, des populations, des femmes, et surtout nous allons relever le point sur une des recommandations qui est celle de la sensibilisation à une masculinité plus positive en Côte d'Ivoire. La sensibilisation, dont celle en lien avec la masculinité positive qui a trait à l'implication des hommes en faveur de la promotion et de l'égalité, et pour laquelle une vaste campagne sera organisée au mois de janvier prochain. Il s'agit d'insister au maintien des filles à l'école, mais surtout de promouvoir leur intérêt pour les matières liées aux sciences et au digital. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire également très investie pour la promotion de l'égalité des genres, avec notamment des textes de loi votés et divulgués dans ce sens. Le président de l'institution, Adama Bictogo, a reçu ce vendredi à son cabinet le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo. Au menu de la rencontre, la coopération entre leurs parlements respectifs. Moussa Konaté et Sylvestre Nguessan pour le point de leurs échanges. L'axe Lomé-Yamoussoukro se renforce sur le plan parlementaire. Ce jour, le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo est reçu par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, l'accroissement de la coopération entre les deux institutions. Je suis porteur d'un message de son frère et homologue togolais, son Excellence Kodjo Adedji, qui est président de l'Assemblée nationale togolaise, au président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce message a trait aux bonnes relations qui existent entre les deux pays frères. Le vice-président Dzreke Ayaou a transmis également les salutations fraternelles du président de l'Assemblée nationale togolaise au peuple de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet est jour férié et chômé. Ainsi, le Maouloud devant être commémoré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024. Le dimanche 15 septembre est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la célébration donc du Maouloud, de nombreux déplacements des populations seront observés. À cet effet, le ministre des Transports invite les usagers de la route à la vigilance et au strict respect des règles du code de la route afin d'assurer leur sécurité et celle des autres. Direction la région du Cavali, zone ouest de la Côte d'Ivoire. On enregistre pour la période 2020-2023 le financement de 6 794 jeunes à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA. Ils sont 1 millier à avoir déjà reçu leur chèque et ceux qui sont installés ont reçu la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré, accompagné de la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto. Didier Nguessan. Ce jeune coiffeur a bénéficié d'un financement de l'agence Emploi Jeunes d'1 500 000 francs CFA. Il emploie aujourd'hui 6 personnes et réalise 10 000 francs CFA de chiffre d'affaires par jour. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, et la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, le félicitent.
Qu'est-ce que tu as envie de faire là demain? Je souhaite que tu aies un atelier de coiffure. Cette microfinance reçoit régulièrement des stagiaires qui sont pour certains embauchés. Il en va de même pour cette pharmacie, partenaire de l'agence Emploi Jeunes. On a reçu ici une vingtaine qu'on a formés. On a gardé 12 et il y a 4 qui sont encore en stage, au terme d'un stage. Et là, il y a 2 qui vont passer en CDD. Là. Ces cas probants d'insertion professionnelle dans le Cavali font partie des 6 794 bénéficiaires d'un programme d'emploi jeune dans la région. 1 millier de bénéficiaires reçoivent des permis de conduire et des financements. De quoi satisfaire le ministre de tutelle et la présidente du conseil régional. Le programme gouvernemental touche toutes les régions du pays, touche toutes les localités du pays. Et je me réjouis aussi que ces jeunes aient témoigné de la transparence du processus. Parce que l'égalité des chances pour le président Ouattara doit être une réalité dans notre pays. Tous ces jeunes, de façon anonyme, ont postulé à des programmes, ont pu avoir un parcours de recrutement de façon transparente et aujourd'hui travaillent. Souvent certains nous disent mais l'année de la jeunesse on ne le voit pas, mais voici l'année de la jeunesse. Voici tous ces jeunes qui ont bénéficié de l'année de la jeunesse. Aujourd'hui cette jeunesse a pris une option, celle du travail, celle de la liberté et de la dignité. Donc on ne pouvait pas mieux espérer et notre travail consiste donc à les sensibiliser, à les emmener donc à continuer de prendre l'option de leur avenir, à saisir l'opportunité qui leur est offerte par le gouvernement à travers la vision du président de la République, chef de l'État, qui depuis 2011 met un point d'honneur à faire de notre jeunesse une jeunesse responsable, une jeunesse active, une jeunesse à la tâche dans tous les secteurs. Et moi, j'en suis particulièrement fier. Un programme spécial a permis de sélectionner 500 jeunes en qualité d'ambassadeurs de la paix. Commis aux actions communautaires et d'utilité publique, ils recevront chacun 55 000 francs CFA par mois durant 6 mois renouvelables. Nous restons dans l'Ouest ivoirien. Le personnel politique du RHDP de la région du Tongpi s'est réuni dans la ville de Mans. Devant le président du directoire du parti, ils ont décidé de parler désormais d'une même et seule voix. Le point de Aboulaye Koné et Richard Vao. Dans la région du Tongpi, les cadres du RHDP ont décidé d'avancer en bloc. Un engagement pris en présence du président du directoire du parti, Gilbert Koné-Kafana. Monsieur le haut représentant du président de la République, nous sommes très heureux et sensibles à cette visite. Nous avons compris la nécessité de renforcer notre cohésion et notre solidarité entre les cadres et les militants, de sorte que nous nous conseillons mutuellement et que nous avançons ensemble. Monsieur le président du directoire, je vous remercie pour avoir effectué ce déplacement. Vous-même, vous venez nous prodiguer des conseils avisés. Et je voudrais évoquer notre engagement commun, unité autour du président Alassane Ouattara, unité autour du RHDP. Vous avez un travail à faire pour faire progresser votre région, pour faire progresser notre pays, pour faire en sorte à ce que notre pays soit un pays leader. Je ne sais pas si dans 100 ans nous allons retrouver un homme du genre. Pour ce que j'ai vu depuis Oufoué jusqu'ici, je sais que Alassane Ouattara est un homme rare. C'est un don que Dieu nous fait. Partant de la nécessité de renforcer la cohésion et la solidarité dans le Tongpi, il revient au coordonnateur principal de travailler au rassemblement de tous les cadres du parti pour une victoire du RHDP à la présidentielle de 2025. Au président du directoire, nous tenons à lui dire merci pour le message qu'il a envoyé de la part du président de la République pour que nous puissions mener la bataille de 2025. Des instructions claires qui tombent dans la droite ligne du parti, la cohésion pour tous les enfants autour donc du président de la République et du coordinateur principal, le ministre Mabri Abdel Touakus. La région du Tongpi compte environ 1,5 million d'habitants,
dont 300 000 électeurs potentiels. Le RHDP Tonkoui s'engage à atteindre l'objectif de 90 000 primo-militants et électeurs dans le cadre de la matrice e-militant mise en place par le parti oufouettiste. Après la région du Tampi, le directoire du RHDP s'est réuni dans le Guémont. Le président de l'organe, Gilbert Kafana Koné, a appelé les militants à resserrer les rangs et à préparer ensemble l'échéance électorale de 2025. Aboulaye Koné et Richard Vao. Au cours de cette réunion politique élargie avec toute la coordination du RHDP de la région du Guémont, il a été question de la préparation de la présidentielle de 2025, notamment de l'enrôlement de nouveaux électeurs avant la révision du fichier électoral. À ce jour, nous comptons 312 sections, 2111 comités de base, pour un nombre total de militants estimé à 64 025 personnes. Le point des primo-votants connaît une remontée considérable. Je voudrais rassurer, Monsieur le Président du directoire, que vos soldats sont bien présents sur le terrain pour remporter la bataille présidentielle de 2025 de la façon la plus éclatante au premier tour. Le président du directoire du parti, prenant la parole, a appelé les uns et les autres à épouser la vision du chef de l'État, celle du développement partagé. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, c'est un homme tolérant. La meilleure façon d'accélérer le progrès, c'est d'être ensemble. Que les Ivoiriens soient ensemble. Et pour le faire, vous êtes les maillons nécessaires pour assurer cette cohésion. Le président a pensé qu'il est temps, à partir du découpage que nous avons fait, de faire en sorte à ce que le parti soit géré le plus possible à partir de la région. Le Guémont va continuer de soutenir le candidat du RHDP en 2025 lors des dernières élections municipales. Il avait réalisé un parcours sans faute, remportant 3 sièges sur 4. Les sénateurs de la région avaient été également réélus. Le Guémont promet en revanche de rattraper son retard lors des prochaines législatives. Côte d'Ivoire solidaire, c'est la politique à visage humain du programme de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et dans le district d'Amontagne, les populations s'en félicitent. Elles dressent le point des retombées dans leurs différentes localités. Elles rendent hommage au gouvernement et au président Aguiglo. Didier Nguesson. Faire correspondre les projets de développement aux attentes des populations. Dans le district des montagnes, à la veille de l'hommage au président de la République, les populations expriment leurs attentes. D'abord, dans le Tonkoui. Il y avait une usine de riz ici dans le temps qui engageait beaucoup de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette usine-là. Le sous-sol de Mans est riche. On peut créer des usines qui puissent vraiment aussi engager beaucoup de jeunes. On a l'habitude de soutenir les orphelins, les prisonniers, les veuves. Mais les mères célibataires, vraiment, c'est ignoré. Je travaille au MES ici avec au moins près de 8 à 9 personnes qui sont à mon niveau, qui apprennent. Il y a aussi qui sont déjà aussi sortis presque patrons. Et puis il y a aussi presque au moins 6 personnes qui sont déjà presque patrons. Nous demandons pardon beaucoup à Monsieur le Président de la République d'essayer de nous aider un peu en tant que la jeunesse dans notre activité pour que nous puissent nous aider un peu dans le financement pour que nous puissions avancer les travaux. Ensuite, dans le Guémont. La dernière fois, le marché même a pris feu, petit marché a pris feu. Donc on est dans les difficultés et on demande pardon pour qu'on puisse nous aider. Je fais la ligne de Djokoué-Baplé. Maintenant, nos routes, kilométrage est de 52 km, mais ça ne va pas de tous nos côtés parce que la route est gâtée. Vraiment, la route qu'on doit rouler à 48 minutes, ou plutôt à 1h10 minutes, on le roule à 3h du temps, à 2h40 minutes. Donc vraiment, ça nous fatigue. Et enfin, dans le Cavalier. Il y a des projets qu'on peut avoir, voilà. Les projets d'élevage et plusieurs sortes de projets. Nous souhaiterons être accompagnés vraiment. Recenser les besoins des populations au préalable permet de bâtir une politique inclusive et un développement de proximité.
Toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Ma Commune en fait ce concept de la RTI qui met en avant la culture et les artistes ivoiriens a sillonné les villes de Mans, Logoualé, Bolo, Duékoué et Guiglo. Un grand concert est vu ce soir au lycée moderne de Guiglo avec plusieurs artistes. En tête d'affiche, le groupe Révolution, Ariel Chenet, Le Magnifique et bien d'autres. Dans le district autonome des montagnes, on parle de culture également et aussi de paix, de cohésion sociale entre les peuples. Chris Diomandé, Herman Guivet ont été dans le Tongpi, le Guémo et le Cavali. Leur reportage. Le district des montagnes. Quel magnifique paysage. Mans, Guiglo, Duékoué. Des chefs-lieux de région du district des montagnes. Le mur de méfiance, hier, a désormais laissé la place à la culture du vivre ensemble, pour le plus grand bonheur des populations d'An, Oué et Malinké. Moi, je suis dans une association qu'on appelle Apprécie, Association pour la promotion de riz en Côte d'Ivoire, dont je suis le vice-président. Et mon président, c'est Ingénieur Oué. Nous faisons la promotion de riz dans le Guémon ici. Ça veut dire que lui, il est Oué, moi je suis un Malinké. Quand nous arrivons dans un village, quand lui parle en Oué, moi je parle en Malinké. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment en parfaite harmonie avec nos frères Oué ici à Duékoué. Nous disons merci en tout cas au président Alassane Ouattara qui a fait beaucoup. Le vivre ensemble, une vision chère au président de la République Alassane Ouattara qui n'a ménagé aucun effort afin de réunifier les Ivoiriens. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur le district autonome des montagnes. Avec l'arrivée de son Excellence, M. Alassane Ouattara, à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, nous avons tous constaté qu'il y a un certain rapprochement des peuples les uns envers les autres. Désormais, il n'y a plus question de Yacouba, il n'y a plus question de Oué, il n'y a plus question de différentes ethnies, ni religieux, ni politiques, mais il y a une unification de toutes les couches sociales. Dans l'Union, les populations fortes de leur diversité et animées d'un esprit de partage contribuent au développement de leur région. C'est le retour de la cohésion sociale. Des populations qui s'accordent de ce que rien de tout ceci n'aurait été possible sans une implication particulière du chef de l'État Alassane Ouattara. Un retour de la cohésion sociale devenu effectif du fait de plusieurs initiatives portées par le président de la République. La création d'une institution chargée de la réconciliation nationale, de ministères techniques dédiés à la réconciliation, à la paix, à la cohésion sociale. Les actes majeurs en faveur de la décrispation du climat politique engagé par le président de la République Alassane Ouattara. Le processus de pacification du pays tout entier ont assurément inspiré les peuples d'An et Oué à s'inscrire dans les chemins du vivre ensemble. En appui au gouvernement, les organisations de la société civile, avec l'encadrement du corps préfectoral, ont à leur niveau contribué au retour de la cohésion sociale dans les différentes régions du district des montagnes. À Guiglo, il n'y a pas de tribalisme, il y a la bonne cohésion. Une cohésion sociale consolidée par le déploiement sur toute l'étendue de ces régions des forces de défense et de sécurité. La pacification du district des montagnes est aujourd'hui une réalité et les populations en témoignent. Aujourd'hui, on voit que vraiment la cohésion sociale, l'harmonie, la réconciliation vraiment est en bon train ici. Vraiment, nous remercions le président de la République. Sa venue à la tête de l'État nous a énormément soulagés. Quand il est arrivé, il a fait faire les routes. Dans presque toutes les sous-préfectures, le président de la République a fait construire des écoles. Il y a des quartiers qui n'avaient pas de lampadaires, qui n'avaient même pas d'électricité, mais des lampadaires partout. Vous perdez une aiguille aujourd'hui, la nuit, mais vous la prenez facilement comme si il faisait jour. On ne peut pas finir de le remercier. Il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau vraiment que les Ivoiriens souhaitaient. La paix revenue, la cohésion sociale devenue une réalité, le district autonome des montagnes ne peut que poursuivre sa marche vers un développement harmonieux.
De retour de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je vous donne lecture d'un communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Un exercice de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse mené conjointement par l'État-major général des armées et l'Autorité nationale de l'aviation civile ANAC va se dérouler dans la zone de Grand Bassam demain, samedi 14 septembre. Cet exercice vise à évaluer le dispositif de recherche et de sauvetage du centre secondaire de recherche et de sauvetage d'Abidjan. Il engagera des moyens aériens, terrestres et maritimes et verra des survols d'aéronefs qui pourraient occasionner des nuisances sonores. On s'intéresse à la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance dresse le bilan sur la période 2022-2023. Toutes les parties prenantes intervenant dans la lutte contre la corruption dans le pays sont en ce moment en conclave pour évaluer les progrès réalisés et également formuler des recommandations. Michel Digré. L'élaboration des rapports d'évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption est une obligation légale qui s'impose à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les acteurs de l'écosystème anticorruption sont donc en conclave pour l'évaluation des activités des années 2022-2023 avec en ligne de mire les performances de la Côte d'Ivoire dans les notations des agences internationales de bonne gouvernance. Cette démarche se situe dans le cadre de l'application des principes de responsabilité, de redevabilité, qui sont des principes fondamentaux de la bonne gouvernance. Il s'agit également, à travers ce rapport pour la Côte d'Ivoire, d'assumer ses responsabilités internationales, responsabilités liées à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, responsabilités liées à la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine et du protocole additionnel de la CEDEAO. Ce sont là les trois instruments qui fondent donc cette obligation de rendre compte, cette obligation de faire l'état des lieux de la lutte contre la corruption. L'avant-projet de rapport sera soumis à l'adoption du Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et validé avant d'être remis au chef de l'État. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, prépare la prochaine campagne de commercialisation. Elle est prévue démarrer en octobre prochain. En prélude à cette date importante, le Conseil Café Cacao a rencontré à Yamoussoukro les producteurs de cacao. Les échanges ont principalement porté sur l'actualité liée au prix de commercialisation de la fève pour cette campagne qui s'annonce, mais également sur des questions relatives à la durabilité de la filière. Mahama Traoré. 2000 francs CFA à la campagne principale, le prix minimum garanti du cacao est passé à 1500 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire 2024. Cette tendance haussière des cours mondiaux se poursuit et n'est pas le fruit du hasard. Ça fait plus de 4 ans que nous avons décidé de plafonner la production. Mais à un moment donné, la consommation augmentant, nous savions qu'à un moment donné, les prix allaient monter. Mais c'est le résultat d'une politique. Ce langage franc, Yves Brahima Koné l'a tenu face aux producteurs à Yamoussoukro au cours d'une rencontre d'échange. À la veille de la prochaine campagne, alors que les spéculations vont bon train sur le prochain prix Borchamp, le patron de l'instance de régulation exhorte les planteurs à faire confiance à l'État. Je pense que la stabilisation, si nous l'avons choisi, si le Ghana a choisi, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on sait que c'est le meilleur mécanisme pour notre production. Cette rencontre, la première du genre, est également le lieu de recueillir les préoccupations du monde paysan. L'une des plus récurrentes évoquées concerne les changements climatiques qui menacent la survie de la filière cacao. Le Conseil Café Cacao privilégie une solution. Nous avons demandé au gouvernement et au président de la République de nous permettre de prendre au sein du Conseil du Café Cacao la recherche agronomique. Nous-mêmes, nous allons donner les orientations de recherche. Des orientations pour nous trouver des plans qui sont adaptés au changement, qui sont adaptés aux difficultés actuelles du climat. Dès la campagne prochaine, nous allons commencer
à réhabiliter les centres de recherche et les mettre aux normes internationales. Cette saison verra la reprise de l'opération de distribution de semences aux producteurs. Autre mesure envisagée par le Conseil Café-Cacao, celle d'augmenter les 80 francs CFA payés par kilogramme aux coopératives comme différentiel de ramassage. Nous faisions confiance au président Alassane Ouattara. Et je pense bien que le 1er octobre, il dira quelque chose qui va satisfaire les producteurs de café-cacao que nous sommes. Nous, les producteurs, nous nous mettons ensemble et nous écoutons bien le DG. Je pense que nous allons résoudre beaucoup de problèmes. On fait confiance au président de la République puisqu'il pense aussi à nous, les planteurs. La campagne 2024-2025 du cacao s'ouvre le 1er octobre prochain. Un financement de 11,3 milliards de francs CFA est mis à disposition de la Côte d'Ivoire pour accélérer la stratégie de transformation et de renforcement des industries culturelles et créatives. Des fonds prélevés des ressources issues du 3e C2D. La majeure partie va être affectée à la réhabilitation du centre culturel Jacques Aka de Boaké. Lancine Bakayoko. Le centre culturel Jacques Aka de Boaké, qui a tant compté dans le paysage culturel ivoirien, entame son renouveau après de nombreuses années de léthargie. La réhabilitation du centre va absorber 70% des 11 milliards 3 accordés à la Côte d'Ivoire via le 3e CDD. Le financement vise aussi à appuyer le développement économique de la filière des industries culturelles et créatives en soutenant sa structuration et sa professionnalisation, et à renforcer la gouvernance du ministère de la Culture et de la Francophonie dans la mise en œuvre de la stratégie ICC et permettre à ces services de piloter la politique culturelle. Politique culturelle qui accorde une place prépondérante à la professionnalisation de l'industrie créative à travers formation et incubation des entrepreneurs, notamment dans des filières comme le cinéma, l'audiovisuel, la musique, la mode et le design. Ce centre, une fois modernisé, a vocation à redevenir un lieu de rencontre, de création et d'apprentissage pour toute une génération de jeunes artistes et de professionnels du secteur culturel. Le centre culturel Jacques Aka de Boaké, réhabilité, un symbole du dynamisme retrouvé d'une ville qui a souffert de 2000 à 2010 et qui tente de mériter son nouveau nom de capitale de la culture. Ce lieu deviendra un centre polyvalent, moderne, qui bénéficiera aux populations de Boaké et des villes environnantes, en particulier aux jeunes. Au-delà du CDD, le gouvernement de Côte d'Ivoire plaide pour un soutien beaucoup plus massif à l'industrie culturelle, d'autant qu'elle représente non seulement un réservoir d'opportunités pour l'économie nationale, mais également une offre pour l'inclusion et l'autonomisation des femmes. Sur la scène internationale aux Comores, le président Azali Assoumani a été blessé lors d'une attaque à l'arme blanche ce vendredi. Le chef d'État a été touché à la tête, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a déjà regagné la résidence présidentielle après un séjour dans une structure de santé militaire. Selon un communiqué officiel du gouvernement, ce sont des blessures sans gravité et l'agresseur est en ce moment entre les mains des services de sécurité. Et voilà, merci de nous suivre sur RTI 1 et sur RTI.info. Rendez-vous à 23h avec Régis Kofi. Bonsoir et à demain.